Parler des Girondins de Bordeaux et uniquement des Girondins de Bordeaux et d'autres clubs si nous invitaient à en jouer dans d'autres clubs. Alors, on va accueillir Élise dans quelques instants et le temps qu'on la mette en relation, et on aura aussi Christian Delaché, figure des Girondins de 78 à 87, je crois. C'est une histoire comme ça, hein. C'est une grosse dizaine d'années avec des passages, je crois, des prêts dans d'autres clubs, il me semble. Bon, et on va lui demander de toute façon à Christian. Ouais. Un homme très sympa. Ça fait quelque chose de l'avoir au téléphone la première fois, surtout que bon, on en avait parlé dans le quiz. Champion de France 84, il a connu donc la grande époque des Girondins de Bordeaux. Ça sera aussi peut-être l'occasion de recouper ce que nous a dit Bruno Bellone à propos de Jeannot Tigana, de toutes ces légendes, de Alain Giresse qu'il a connu en équipe de France. Ça va être un moment assez spécial. Et puis moi j'avais prévu une question pour lui, et là j'appelle les auditeurs à avoir les oreilles bien ouvertes. C'est de nous détailler ce but qu'avait marqué Alain Giresse face à Belle en Coupe de France, et savoir si lui il serait avancé, si Alain Giresse avait fait un joli lob, ou si c'est plutôt une erreur de Belle. Voilà, donc on en débattra avec lui, ça sera intéressant. Très bien, très Voilà, très joli bien. Programme. En attendant, on peut parler des gardiens, le temps que Élise nous rejoigne, avec Bernardoni qui est prêté à Clermont Foot et qui a été honoré du titre Très de bonne meilleur saison. gardien de Ligue 2. Très régulier Bernardoni, avec Clermont. Ça va être très compliqué, hein. Alors peut-être pas tant que ça, et là ça va être à Yann aussi de prendre les devants là-dessus, puisque peut-être que finalement les carottes sont déjà cuites pour lui en termes de transfert. Maintenant il peut pas y avoir deux numéros 1 dans les buts. Benoît Costil fait quand même, malgré son pas très bon match, j'ai trouvé un match un peu avec des trous d'air quand même, hein, pour Benoît Costil contre Toulouse, c'est le moins qu'on puisse dire. De balles relâchées, mais bon, je trouve pas qu'il ait été. Il a sorti Manque ce qu'il d'attention, fallait. manque Ouais, d'attention, moi, je sais pas. et heureusement un peu de maladresse de la part de l'équipe toulousaine. Maintenant il peut pas y avoir deux gardiens, c'est impossible. Donc ça va être intéressant de voir au mercato ce qui se passe. On le rappelle, les Girondins ont déboursé à peu près 3 millions d'euros pour avoir Bernardoni. Combien vont-ils le revendre ? Il est auréolé d'un titre de meilleur gardien de Ligue 2. Peut-être un peu plus, peut-être 4, 4,5, 5. Pourquoi pas ? Manu, Élise toi est qui avec nous, viens- je crois. Bonsoir Élise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous étions en train de débattre de Bernardoni, retour à Bordeaux ou pas. Et Yann, bien sûr, est intéressé par la question, puisqu'il y a une question mercato qui se cache derrière. Toi, tu en penses quoi ? Ah, la grande congrégation des gardiens, j'adore les gardiens. Non, mais c'est vrai en plus, j'ai toujours kiffé les gardiens. Non, mais Paul, il faut qu'il parte. Alors Parce que- pourquoi plus Paul parce que que- Benoît pour toi ? Parce que vu ce qu'il y a de bon et de jeune derrière, peut-être que Costil pourrait faire ce que j'espérais que Carasso fasse à une époque. Il est capitaine, il est installé, on a vu qu'il a eu des premiers mois difficiles, mais là il est bien dedans. Et tant que Costil sera là, Bernardoni n'aura pas sa place, et je pense que Paul mérite beaucoup mieux que quelques matchs de coupe et un poste de numéro 2. S'il veut grandir, il faut qu'il parte. Et je pense que lui aussi a pas envie de revenir pour tirer le banc. Et vu qu'il a été élu meilleur gardien de Ligue 2, qu'il a fait une super saison avec Clermont, c'est le moment ou jamais. Effectivement, mais on est tous à peu près finalement de cet avis. Est-ce que vous pensez, et ça c'est ma dernière question, la liste de Didier Deschamps se rapproche. Benoît Costil fait quand même de bonnes performances ces derniers temps. Et je t'appelle aussi Élise là-dessus. Est-ce que ça sera suffisant pour peut-être prétendre à une place de numéro 3, ou c'est déjà acté pour Areola ? Aucune chance. Toi, Manu. toi Yann, qui tu connais un peu Benoît Costil, qu'est-ce que tu en penses toi ? Non, mais j'ai trouvé. Je pense que ça va pas être évident pour Benoît Costil, parce que bien que ce soit un très bon gardien, Areola a fait les matchs qu'il fallait au moment où il fallait. Là, ça fait 3-4 mois qu'il est vraiment dans son rôle, dans son élément, dans les buts. Il y avait une concurrence qui était quand même plus ou moins installée entre lui et Trapp. Et puis on a vu que quand il a fallu faire les gros matchs, sortir les grosses performances, il l'a fait. Et il l'a gardé sur la régularité, même par exemple après avec des champions ou d'autres résultats, il a gardé cette régularité, et je pense que c'est le moment pour lui de franchir ce cap et de s'installer au poste de numéro 3.
un poste un peu particulier quand c'est en sélection, mais je pense qu'il mérite d'y aller et il a fait les performances pour. Manu? Oui, Areola est le choix de Deschamps grand public, parce que Areola est jeune, c'est l'avenir. Mais il y a une interview de Deschamps quand même qui dit qu'il s'est passé des choses en interne inconnues du grand public, et je ne serais pas étonné de ne pas voir Areola, de plutôt voir un Benoît Costil ou un Benjamin Lecomte à la place du troisième gardien. Ouais, parce qu'il y a eu des petites frictions, on ne les connaît pas tous. On ne les connaît pas tous, mais... Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, Didier Deschamps est plus pro à choisir une équipe, un groupe plutôt que des talents. Et voilà. On sait que lors d'une compétition... Ah, il a emmené Landreau la dernière fois. Il y a les deux gardiens premiers à gérer, chose que Carasso faisait très bien entre Mandanda et Lloris, chose que Costil a très bien fait en 2016, lors de l'Euro 2016, que peut-être Areola ne ferait pas super bien, parce qu'il est jeune, il n'a pas l'expérience. Donc moi je verrais plutôt un Costil, et je pense que Deschamps y penserait aussi. Moi j'ai eu deux bruits, et là je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit, Yann, tout à l'heure, que Areola avait été là dans les grands rendez-vous, et qu'il y avait une concurrence en début de saison, on le rappelle, entre Trapp et Areola. Moi je crois surtout qu'il y a eu un jeu d'agents, parce que pour moi les deux gardiens sont sensiblement du même niveau. Et là, c'est ton domaine aussi. Maintenant, est-ce que c'est confirmé ou pas? Moi, je crois plutôt à cette possibilité-là. On sait qu'Areola, à ce côté-là aussi, à aller pleurnicher auprès des dirigeants. Il l'avait fait à Villarreal aussi, un petit peu aussi. C'est le caractère. Non, mais c'est vrai, c'est pas bon. Après, moi, j'ignorais complètement ça. Si. Hein. Et peut-être que vis-à-vis de Didier Deschamps, c'est quelque chose qui va peut-être coincer. Ouais, mais bon, Costil, il n'était pas au dernier rassemblement. Hein. Non, mais ses performances n'étaient pas au rendez-vous. Il a bien géré son rôle de troisième gardien. Il a pas trop ouvert sa bouche, hein, Benoît Costil, plutôt dans l'attente. Il a fait l'équilibre entre le premier et le deuxième. Il doit être là. Il doit avoir un état d'esprit irréprochable, le troisième gardien, tout simplement. Voilà. Hein. La liste est annoncée jeudi. Hein. C'est ça, après la finale de la Coupe d'Europe, je crois. Allez, qui dit Areola, qui dit Costil? Élargi, non, jeudi? Je dis des bêtises? Yann, il me regarde? Non, c'est pas jeudi. Je me dis bêtises, peut-être. C'est jeudi, c'est le 17. Si, je crois que c'est ça. Hein. C'est le 17, ouais. C'est élargi, c'est les réservistes. Il a repoussé pour l'annoncer après la finale de l'Europa League. Ouais. Oui, voilà, il y avait une histoire comme ça, il a raison. Pas les troubler, d'accord. Oui. Et je crois que c'est 23 joueurs plus 7 réservistes, comme il fait d'habitude, il me semble. Il y aura 4 gardiens au début. Ok. J'ai une question, curiosité. Bernard Donny, du coup, vous le verriez dans quel club? À l'étranger ou en France? Il va partir, donc ça c'est dans un club français. Yann, t'as des bruits peut-être, ou tu le verrais quelque part? Il y a des clubs de Ligue 2 qui cherchent des gardiens. Hein. Il ne pas rester à Clermont. Pourquoi pas un peu comme avait fait Areola à l'époque? Il était prêté à Bastia, après il a été prêté dans un autre club. À Villarreal. En Espagne, pour ensuite revenir plus fort à Paris. Et moi je le vois bien partir à l'étranger, Bernard Donny. Qu'est-ce que t'en penses toi, Yann? Voilà, où est-ce qu'il va aller, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Mais toi tu le verrais bien où, vu son style de jeu, vu sa capacité à être bon sur la ligne, hein? Moi je trouve que ça fait plusieurs années qu'il est en France. On dirait pour certains joueurs, peut-être que ce serait intéressant de voir ce qu'il est capable de faire à l'étranger. Mais il était à Troyes, dans un petit club de Ligue 1. Ça s'est bien passé. Il est venu à Bordeaux, ou un gros club un peu plus compliqué. Il est reparti à Clermont, reprendre les bases et montrer ce qu'il était réellement capable de faire. Ça s'est bien passé. Moi aujourd'hui, en Ligue 1, je le verrais bien en Ligue 1. Ouais, dans Ligue 1, un club une entre division guillemets de 1 seconde zone, d'un top championnat. Mais dans un club de Ligue 1. Il connaît parfaitement la rigueur qu'il faut avoir pour jouer dans un championnat français. Voilà. Est-ce que partir à l'étranger est une bonne solution, une meilleure solution? Je sais, c'est une bonne solution. Est-ce qu'elle est meilleure que de rester dans un club de Ligue 1? Je sais pas. Il doit partir de Bordeaux. Alors après, voilà, tu disais Manu, j'allais en parler juste avant que tu t'en parles. Aujourd'hui, rester à Bordeaux et être reprêté dans un club de Ligue 1. Pourquoi pas? Areola l'a fait et ça lui a plutôt bien servi. C'est marrant, moi, un mec comme Bernard Donny, je le vois bien faire une carrière à la Sébastien Frey un peu. Tu vois, dans ce registre-là. Non, mais tu vois, s'installer dans un bon club, pas top club, mais bon club d'un championnat étranger. Je sais pas pourquoi. C'est personne discrète, mais qui fait vraiment bien le taf, qui s'adapterait pas, à mon avis, parfaitement à une ambiance étrangère. Mais pour les gardiens, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait un poste qui se libère. Et en Italie, c'est le cas. Il y a des postes qui vont se libérer. On verra.
On verra bien quel sort il va lui être réservé. Yann sera là pour nous rappeler les coulisses du mercato. Voilà. Bon, Élise, t'attends quoi là de cette dernière journée de championnat? T'es dans quel état d'esprit? Bah, j'attends que Nice se ramasse et que nous on gagne. Je veux dire, on va être bah, clair. ça va. Non, mais on va être clair. Hein. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais si jamais on arrive à accrocher la Coupe d'Europe, il faudra quand même pas oublier la saison qu'on a vécue. C'est un miracle, c'est un braquage, et on le mérite certainement pas. Ouais, si on mais y ça, va, si c'est on parce que l'accroche, d'autres c'est qu'on le se seront mérite. Oui, ramassés. c'est ce que j'allais Moi, te j'aime c'est pas. ce que Non, j'allais dire. dire. c'est parce que C'est que le d'autres se championnat seront est faible, ramassés. surtout. C'est parce que le championnat est faible, tu te rends compte que tu peux être européen avec 55 points. Il y a 3 championnats dans cette ligue. Il y a effectivement le wagon de tête qui se dispute les 4-5 premières places. Enfin, les 4-5. Il y a Paris. Ensuite, il y a le wagon. Et Non, je derrière. mettrais les 4 premières places. Tu as dit, pardon, Élise? Je mettrais, il y a les 4 premières places, ensuite tu as un championnat qui tourne jusqu'à la 12, 13e place, et après tu as le reste. Ouais, voilà, c'est à peu près. Bon, voilà, grosso modo, c'est Mais ça. je pense qu'il y a une vraie différence avec les 4 premiers que sont Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Moi, je trouve que. Ouais. Et juste à propos de vos gardiens, on n'est pas à l'abri que Mandanda se pète demain soir. Hein. Ouais, d'ailleurs, Oui, est-ce qu'il- oui, oui. Non, c'est vrai. non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, ce qui m'embête dans le fait d'emmener Costil, au-delà du fait qu'il va se faire chier, il va se crever pendant un mois en Russie pour ramasser les ballons des autres, c'est ça qui m'emmerde profondément. Même si c'est flatteur, il n'y a pas de souci, je serais très fière de lui. Ce qui m'embête, c'est que Loris, Mandanda, même Costil, ça fait longtemps qu'ils sont là et ils seront pas éternels. Et à un moment donné, pour le moment, avec ses convocations, avec ses listes, Areola est l'exception parce que sinon tu vois toujours les mêmes et à un moment donné, il faudra bien intégrer les jeunes pour qu'ils prennent la relève. Oui, mais tu vois, Et c'est ça qui m'embête. à la différence près, c'est que premier point, un mec comme Didier Deschamps, bon, on l'a dit précédemment, forme des groupes, donc avec des gens qu'il connaît, qui sont dans. Bah, il a qui exclu s'emboîtent. Carasso pour emmener Landreau. hein. Et de deux, il y va pour gagner. Donc je pense que l'avenir, il l'a préparé pendant les 2 ans ou 3 ans de la préparation de la compétition depuis l'Euro 2016. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que Loris sera pas toujours là. Et Loris Mais- et Mandanda risquent de partir en même temps parce qu'ils sont à peu de choses près, pas loin l'un de l'autre. Donc si t'as ramené personne dans le groupe derrière, il y a un gardien qui va sortir de nulle part et qui aura jamais côtoyé l'équipe de France. Bon, à ce Ouais, niveau-là, bah, c'est ça, moi moi, je suis qui pas tout à m'embête. fait d'accord. Après, c'est les meilleurs, Parce hein. que le oui, poste de ça peut gardien, jouer, quand hein, même, c'est un terrain, bon, il est particulier, etc. Et puis ce sont des joueurs professionnels dans des top clubs. Et puis, bon, Yoris, pour moi, sur cette saison, est un peu surcoté. Mandanda est même meilleur que Loris sur Bien cette sûr. saison et Dieu Bien sait sûr. que ça m'arrache la tronche de le dire. Mais Yoris, il fait pas une bonne saison. hein. Non. Non, il a fait Je crois beaucoup de qu'il boulettes a qui pas coûtaient choisi cher le à bon son club. club, Et hein. ça, c'est un débat qu'on peut Et avoir. si Costil est Moi, titulaire à la Tottenham. Coupe du Monde? Non, Non, là tu vas un peu loin, Nico. là on tremble. On sait jamais. Hein. Non, mais je te dis... Enfin, Lionel Jean Charbonnier a Breton, fait sa il- carrière sur cette Coupe du Monde 98. Ah, mais tu sais, on n'est pas à l'abri que Mandanda se pète demain. Hein. Mais tu vois, il y a un gardien dont on parle jamais, et je sais que c'est parce qu'il veut pas être 3e gardien qui refuse ce statut, mais j'aurais aimé voir Ruffier plus souvent. Oh. Il est parti au Brésil. C'est un Et il ira au super fait de gardien, Bayonne et puis arrête. basta. Hein. Voilà. C'est un super gardien, on soupirait pas comme ça. Si Saint-Etienne en est là où il est, c'est aussi grande partie grâce à lui. Pour moi, un mauvais choix. Ouais. Ah oui, 22h. Et ça va être le moment pour moi d'appeler Christian Delaché. Bon, Élise, on te remercie. Du coup, on est obligé de laisser Élise pour Tout à que tu fait. puisses appeler. Voilà. Bon, ben Élise, Bah merci. écoutez, T'as vu, on je t'a appelé vais, tôt je cette vais, fois-ci. ouais, puis je vais me éponger mon chagrin dans des bonbons. Voilà. Ton chagrin. Pourquoi? Parce que vous me laissez trop tôt. Ah, Ah. mais oui, mais on n'a qu'une ligne téléphonique. Donc, Non mais je déconne les mecs. Passez une bonne soirée et une Ah, bonne fin d'accord, d'émission. ben non, pff, d'accord, tu t'en fous en fait. Bisous, Allez, bisous. bonne soirée. Bah, entre à les bientôt. bonbons et vous, j'ai vite choisi. Hein. C'est nous. Allez, bonne soirée. Allez, C'est bonne nos soirée, bonbons. bonne émission. Bon, allez, un prono là pour ce Metz-Bordeaux. Manu, 3-0 pour Bordeaux. 3-0. Yann, Plus serré. Je pense que Metz va avoir à cœur de bien finir la saison à domicile. Il y a des joueurs, on en parlait un peu à la pause, qui ont des choses à jouer aussi de façon individuelle, notamment Nolan Roux. Moi, je vois bien un but de Nolan Roux. Une victoire bordelaise, je pense, parce que Bordeaux va vouloir se donner toutes les chances d'accrocher l'Europe en attendant la fin du match pour voir le résultat de Nice. Mais je pense que ça va pas être un match, un score aussi ouvert que ce que tu dis.
Ouais, 3-0. Moi, je vois bien un score large aussi. Je pense qu'on va largement dominer. Lucas, tu veux faire ton prono aussi? Oui, je pense que ça va être un match plutôt ouvert pour Bordeaux. Je pense que voilà, on va gagner. On va gagner, voilà, oui, ça. Je pense qu'on va gagner, mais est-ce qu'on va gagner sur un gros score? Moi, non, je pense pas. Ni comme l'a dit Yann, il y a des joueurs qui vont jouer des choses comme Nolan Roux, et je suis persuadé que déjà, si on gagne 1-0, ça serait déjà bien. Mais le 2-0 nous arrangerait bien évidemment. Mais moi, j'ai peur qu'on prenne un but, oui. Voilà, moi j'ai peur qu'on prenne un but, mais je pense que la victoire serait totalement logique. Voilà, totalement. Moi je pense que Bordeaux va l'emporter parce que voilà, Braithwaite doit aussi marquer. Malcolm va jouer son dernier match et va tout donner avec Bordeaux parce qu'on dit que c'est son dernier match. Donc voilà, moi je pense que ça va être un match plutôt ouvert, mais avec une victoire bien sûr bordelaise au bout. Large victoire donc pressentie. En attendant d'avoir Monsieur Delachey, on peut parler du mercato, mais ça y est, il l'a, on l'accueille. Bonsoir Christian Delachey. Bonsoir. Bienvenue dans le talk et bienvenue avec nous pour parler des Girondins. Parfait. Je vous laisse le micro à Jean Aurel que vous connaissez pour faire votre interview. Bonsoir Monsieur Delachey, c'est moi que voilà, vous venez d'avoir au téléphone. Bon, mais c'est comme je vous l'ai dit et comme bon nombre d'auditeurs vont avoir ce soir, c'est ce frisson de vous entendre vous parler de cette époque aussi des Girondins de Bordeaux et puis ce que vous devenez, puisque vous faites partie d'un très beau club qui se reconstruit, c'est le FC Martigues. Dirigé par Baptiste Giabiconi. On a déjà invité nos auditrices à aller voir des photos du président, évidemment. Bien sûr. Alors, Monsieur Delachey, première question, mais comment allez-vous au sein de ce club du FC Martigues? Écoutez, c'est une aventure que j'ai commencé au début de la saison, là, après pas mal de voyages à l'étranger. Je me suis on est venu me chercher pour participer à l'aventure nouvelle du Football Club de Martigues. Donc voilà, j'ai démarré avec eux et on finit la saison, il ne nous reste plus qu'un match. Et voilà, tout se passe bien. Bon. Vous avez fait évidemment partie de cette grande équipe de Bordeaux des années 80. On en avait parlé la semaine dernière avec Bruno Bellone, que vous avez sûrement aussi connu autour des terrains. Lui qui l'a plus connu en équipe de France évidemment. Qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe à l'époque? Écoutez, je pense que c'était un renouveau. Hein. On partait d'un renouveau parce que les Girondins avaient végété longtemps dans le bas du classement. Enfin, il n'y avait rien de nouveau. Et quand le nouveau président Claude Bèze est arrivé, il voulait insuffler un nouveau style, Et je crois que ce qui marchait aux Girondins, c'était la complémentarité des joueurs. Il a beaucoup changé des joueurs jusqu'à trouver une équipe très complémentaire. Et a gagné le titre en 84, nouveau titre depuis je sais plus combien d'années aux Girondins. Depuis 55. Et donc c'est ça, ouais. Je pense que c'est le travail complémentaire d'un grand président, d'un grand directeur sportif et du choix d'entraîneurs successifs, hein, jusqu'à arriver à Aimé Jacquet, bien entendu, qui a été le top du top, puisque avec lui on a franchi plusieurs étapes importantes. Vous qui êtes coach aujourd'hui, vous avez une très grande expérience du football. Est-ce que les recettes sont les mêmes pour créer un groupe? Écoutez, c'est évidemment le secret d'une grande équipe, c'est avant tout les joueurs. Hein, c'est les joueurs qui font l'équipe. Donc, ce qui se passe en ce moment, effectivement, c'est que ce qui a un peu changé par rapport à mon époque, c'est que le mouvement des joueurs est bien plus important et lié à des problèmes d'argent essentiellement. Bon, on a toujours été professionnel, mais là, ça a pris des proportions, je trouve, un peu importantes. Et bon, après, on arrive quand même à trouver des équipes avec moins d'argent qui arrivent mais on s'aperçoit que l'argent a fait beaucoup plus la différence qu'avant. Vous avez fait partie donc de cette grande équipe de Bordeaux avec quelques joueurs étrangers. Je pense aux jumeaux Vujovic, si j'écorche pas leur nom, et aussi, alors c'était pas Gerd Müller, c'était Dieter Müller aussi. Comment on faisait pour faire venir des joueurs étrangers à l'époque? Bruno Bellone nous parlait de contrats presque religieux avec les clubs à l'époque. Comment on faisait pour faire venir des joueurs étrangers? Bah, écoutez, je crois que c'était vraiment le travail du directeur sportif qui les agents commençaient à prendre leur essor. Alors donc effectivement, ils cherchaient mais je crois beaucoup que les directeurs sportifs allaient voir des matchs à l'étranger et essayer de repérer des joueurs et puis les convaincre de venir dans un club grâce à l'ambition que montrait le club. Parce qu'en fait, s'ils venaient dans nos clubs, c'est parce que
Aux Girondins, par exemple, ils sont venus, de grands joueurs sont venus. On avait le droit qu'à 2 étrangers à l'époque sur le terrain, donc effectivement, il fallait bien faire attention à pas les manquer. Mais je pense vraiment que c'était un choix qui était guidé par la recherche, vraiment la recherche à l'étranger. On a eu la chance d'avoir Daniel Jean Dupeux, que vous avez sûrement croisé ou très bien connu, qui nous avait dit qu'il avait été repéré grâce à un match à la télé de Coupe du Monde. Et quand il a débarqué en Gironde, il se souvient des premières séances de footing qui étaient très difficiles pour lui. Donc effectivement, un recrutement qui était complètement différent. Oui. Les étrangers venaient, bon, effectivement, ils changeaient tout. Bon, Daniel Jean Dupeux, c'était un peu avant moi, hein, avant mon époque, mais lui, il arrivait de Suisse, donc bon, il n'y avait pas forcément des méthodes d'entraînement. Dans les années 80, il faut dire que de 80 jusqu'à la Coupe du Monde 98, le football français a franchi des étapes, et notamment dans la formation et dans les méthodes d'entraînement, et la direction technique nationale a mis en place des formations pour les entraîneurs, des diplômes performants, et on était devenus assez performants effectivement dans les entraînements. Vous êtes coach des gardiens, vous avez été vous-même un très grand gardien de notre championnat et donc des Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce poste? Et puis évidemment, quel était votre modèle à vous? On parle de Gigi Buffon, mais vous, c'était lequel? Écoutez, moi, à vrai dire, je partais du principe, bon, j'avais pas vraiment un type, mais par période, il y avait des gardiens qui étaient très bons dans telle période, d'autres dans une autre. Bon, si vous voulez, moi, je me penchais pas trop sur le football international. J'essayais de bien faire mon métier et d'essayer de travailler. Bon, il est certain que Dino Zoff, par exemple, les gardiens italiens étaient très renommés. Moi, j'étais un peu resté sur Arconada aussi, qui après a été connu pour d'autres choses. Mais il y avait des très bons gardiens espagnols et italiens. Moi, je trouve qu'ils avaient une belle école de gardiens. Est-ce que vous avez connu Batiston donc à Bordeaux? Bien sûr. Vous avez échangé sur cet attentat de Schumacher qui évidemment joue au même poste que vous? Ah, écoutez, il en a tellement été question, on en a tellement parlé dans la presse, on revenait pas, nous personnellement, on n'avait pas vraiment l'occasion de revenir sur des détails, enfin des détails. Pour lui, ça a été un peu violent, mais bon, ce sont des accidents du football, hein, parce que franchement, il y a d'autres choses qui se passent sur les stades et qui sont aussi dangereuses que ce qui s'est passé, dont on parle moins. Bon, là, c'était médiatisé, c'était vraiment, effectivement, ça a été répété 20 fois. Le pauvre Thierry Roland avait fait vraiment vraiment quelque chose de capital. Bon, c'est un peu les médias qui ont un peu transformé le truc, mais sinon, non, on n'en parlait pas trop avec Patrick, non. C'était pas ça. Vous avez connu l'un des titres de champion de France des Girondins de Bordeaux. Il n'y en a pas eu énormément non plus. On parle souvent de Bordeaux comme une belle endormie qui a peut-être du mal à devenir populaire avec le football. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux en cette année 84 quand vous gagnez le titre? Alors franchement, l'équipe a été construite, mais vraiment construite. Moi, je suis arrivé au Girondins en 78. Et à partir de 78, le président Claude Bèze, aidé de Didier Couécrou, ont construit une équipe, mais année après année, en changeant beaucoup de joueurs, en gardant que ceux qui vraiment sur lesquels ils comptaient, pour faire une équipe complémentaire et de très haut niveau. Alors effectivement, ça a créé des problèmes parce qu'il a fallu recruter des joueurs dans des équipes comme Marseille, l'Olympique de Marseille, et forcément ça créait des inimitiés entre les clubs et tout. Mais en fait, Bordeaux a construit une équipe grâce à la complémentarité d'un grand président et d'un grand entraîneur. En fait, c'était vraiment ça. Jusqu'à arriver donc à choisir Aimé Jacquet, à convaincre Aimé Jacquet de venir au Girondins. Et avec sa méthode, avec son travail qu'on a connu après avec l'équipe de France, on a vraiment progressé je dirais pas le maximum qu'on pouvait faire, mais on était arrivé vraiment très haut. Alors deux autres questions ensuite et après je vous laisserai, je vous remercierai évidemment. Okay. Cédric Carasso, un parcours un peu similaire au vôtre, voilà cette connexion Marseille-Bordeaux. Un petit mot sur ce gardien qui reste aussi dans le cœur des supporters.
Écoutez, moi, je pense que Carasso est l'image du gardien pour comment dire, un gardien qui joue pour son club, qui joue pour ses couleurs, qui est adepte du travail sur qui on peut compter. En fait, sur qui l'entraîneur peut compter. Et moi, je pense que là aussi, le gardien a un rôle très important dans le club, dans l'équipe, parce il peut être un relais entre l'entraîneur et les joueurs sur le terrain, parce que on n'a pas toujours énormément de travail et on doit beaucoup s'exprimer et beaucoup parler avec les joueurs et emmener l'équipe avec nous. Donc moi je pense que Carasso avait ses qualités et c'est pas pour rien si quand on arrive à faire des grands clubs sur plusieurs années, ça veut dire quand même qu'on a les qualités que recherchent les entraîneurs. Et vous savez de quoi vous parlez. Allez, dernière question. Est-ce qu'on aura la chance de vous retrouver au club du FC Martigues la saison prochaine et donc en déplacement peut-être à Bordeaux? Oui, alors à Bordeaux, c'est le Stade Bordelais donc qui est concerné. Je pense que en nous battant ce week-end, ils ont sauvé leur saison, je pense, puisque je crois qu'ils vont se maintenir en National 2. Pour ce qui me concerne au FC Martigues, je vous cacherai pas que mon but, en tout cas mon désir, c'est de retrouver l'étranger, parce que j'ai beaucoup entraîné à l'étranger, notamment dans les clubs du Golfe, enfin les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, j'ai fait Oman. Et franchement, c'est ce qui me plaît dans le football, c'est plutôt d'aller à l'étranger. Bon, et si quelque chose se profile, je prendrai mes valises et je retournerai à l'étranger. Et donc, j'ai pas encore décidé de me maintenir, de rester à Martigues. Si ça doit se faire, évidemment, je reviendrai à Bordeaux. Je peux revenir à Bordeaux aussi avec un autre club de National 2 dans la poule de Bordeaux, mais rien n'est encore décidé. On est au début des tractations, on va dire. Ok. Nico, tu avais peut-être une question pour M. Delaché? J'ai envie de vous poser une question parce que vous avez connu un des plus grands présidents des Girondins de Bordeaux, Claude Bèze. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre sentiment sur lui, sur son attitude, comment il était, peut-être une anecdote, voilà. Ça, on adore ça. Voilà, surtout sur ce personnage. Écoutez, qui était croustillant. Des anecdotes, on en a, parce que franchement, Claude Bèze était un personnage pour lequel j'ai énormément de respect. Et vraiment, je regrette vraiment ce qui lui est arrivé dans cette guerre entre l'OM et Bordeaux, entre Tapi et Chabandelmas, on va dire, et à l'époque. Et moi, je regrette parce que c'était un homme vraiment magnifique et passionné et désintéressé, vraiment désintéressé, mais passionné. Moi, je me souviens, la chose la plus marquante, c'est quand on a débarqué au stade Vélodrome, qui était le stade, c'était notre match phare, hein, c'était comment on appelle ça, c'était le Classico à l'époque, Bordeaux Olympique de Marseille. On a débarqué au stade Vélodrome, précédé par Claude Bèze et Didier Kouékou au volant de la Cadillac, qui ont fait ouvrir le stade Vélodrome, et on est rentré précédé par notre président, et franchement, ça avait impressionné énormément les Marseillais, qui en parlent encore aujourd'hui, hein, ça je vous promets. Il vous parlait dans le vestiaire, il faisait des causeries ou pas du tout? Oui, il venait non, ou il laissait pas tout... du tout. Pas du tout. Franchement, il parlait aux joueurs individuellement quand on avait envie de lui parler, il était très ouvert à la discussion, mais il ne se mêlait jamais du terrain, de la tactique, du terrain, etc. Il avait délégué ça à Didier Kouékou d'une part, mais qui lui non plus n'intervenait pas dans le domaine technique, et aux entraîneurs à qui il faisait confiance. Et franchement, nous, on n'avait pas, à l'inverse de Tapi, qui souvent, lui, était dans les vestiaires, on savait, nous, parce que les joueurs nous le disaient, Claude Bèze n'était jamais dans le vestiaire, Didier Kouékou était toujours à l'extérieur, et c'est seulement l'entraîneur avait le discours. Dernière question, M. Delaché, d'actualité. Votre top 3 pour la liste de Didier Deschamps? Alors là, ça c'est une. Écoutez, moi je dirais Loris, parce que j'aime bien Loris. Moi personnellement, je suis après j'aime bien Griezmann. Franchement, moi je suis un fan de Griezmann. Les gardiens, j'entendais, pardon.
Ah, pardon, je pensais au top 3 des sélections. Ah ben écoutez, moi, le choix de Mandanda, je pense qu'il a encore sa place. Et puis derrière, c'est vrai que derrière, il y a quand même, non, là, je pourrais pas vous dire un choix parce que je pense qu'il va déterminer ça par rapport aux dernières prestations, mais surtout à ce qu'il connaît de l'expérience. Parce qu'en fait, le troisième gardien dans Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui doit être là mentalement prêt à ne jamais apparaître et ne pas faire de vagues, quoi. Donc là, franchement, pour le troisième, je sais pas, mais je pense que Loris Mandanda, c'est valable. Eh bien, vous m'avez donné raison. Du coup, Emmanuel aussi, je crois que tu avais dit ça. Donc, ça fait plaisir de savoir que nous sommes d'accord avec vous, monsieur Delachey. Ah, ben c'est parfait. Enchanté, ça va. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que les auditeurs ont dû s'enjailler sur Twitter et autres réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Delachey. Et puis, on vous souhaite évidemment de trouver ou peut-être de rester dans ce challenge sportif ou ailleurs dans le monde du football. À très vite, peut-être. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, oui, très sympa, ça fait vraiment plaisir d'entendre parler de Claude Bèze. Ouais, et puis de cette époque. Il a vraiment connu les Girondins de Bordeaux au début de Claude Bèze, ce qu'il disait, puisque ça a été marrant la question avec Jean Dupeux, puisque c'était le début de Claude Bèze, c'était 77, 78, et lui est arrivé en 78, ce qu'il nous a dit. Donc il a connu les Marius Trésor, il a connu, on va pas refaire l'équipe, champion de France 84, il l'a rappelé, c'était pas arrivé à Bordeaux depuis des dizaines et des dizaines d'années. 150 et quelques. Donc voilà un monsieur musée qui cherche un club, peut-être. Qui a un club, mais qui va discuter. Oui. Voilà. Ouais. Manu, une réaction? Ouais, en plus c'était pas forcément le nom qu'on pense de suite quand on parle des gardiens de Bordeaux. On pense à Dropsy, Huard, Bell. C'est vrai que Delachey a toujours un peu de mal à venir, mais quand on voit son palmarès, c'est juste incroyable. Quand on voit son jeu, les arrêts qu'il a pu faire à l'époque, on ne peut qu'admiratif. En plus, on sent bien la patte du gardien, même dans ses paroles, très posées, très calme, très réfléchi, donc très agréable à écouter. Il a presque 70 ans, hein. Eh ben, il a l'agnac, ça se sent. Puis son analyse est intéressante sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les trois gardiens, peut-être une exclue. Voilà, la priorité donnée à quelqu'un qui fera pas de vagues. Je crois qu'il sait de quoi il parle. Quand on connaît un peu le caractère d'Areola, oui. Alors je dis pas qu'Areola est un méchant, attention, hein, mais c'est peut-être susceptible d'être un gars qui peut vouloir montrer directement les dents, être un peu plus saignant, et on n'a pas besoin de ça en Coupe du Monde. Vraiment, on n'a pas besoin de ça, et Deschamps le sait très bien, c'est le mieux placé pour le savoir, avec ce qu'on a vécu en 98. Donc, c'est vrai que moi, et puis, ces déclarations dernières ont bien révélé cette chose-là. Il y a eu des problèmes en interne, inconnus du grand public. Donc, pour la liste de Didier Deschamps, il y aura des surprises. D'accord. Alors là, moi, j'ai découvert quelque chose, m'apprenait. Je savais pas qu'il y avait eu des problèmes comme ça. Tu savais, toi, Yann? J'en avais entendu parler, mais bon, après, c'est pas... ça fait des petites vagues. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu Tu peux en parler, Manu? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Moi, je ne parle pas de Kurzawa parce que ça a été connu, l'affaire, la vidéo où Kurzawa insulte Deschamps. L'affaire est connue, donc on pourrait dire au revoir à Kurzawa. Mais des problèmes, je pense qu'on ne connaît pas. Bon, c'est pas connu du grand public, donc c'est pas moi qui vais le savoir. Mais si Deschamps, quelqu'un quand même qui est très discret, qui ne dit pas grand-chose, qui est très pragmatique, balance une petite perche comme ça, c'est qu'il a vraiment un gros problème, un gros souci, qu'il a voulu éviter le phénomène Valbuena-Benzema de 2016. Donc il prend vraiment ses précautions. Donc il y aura des joueurs dits un peu incontournables en équipe de France qu'on ne verra pas. Big up Martial, Areola, et puis quelques petits joueurs comme ça. D'accord. Bon, la liste jeudi. Pour l'instant, Bordeaux, prochain rendez-vous. Donc ça sera Metz-Bordeaux. Avec là encore des invités de prestige qu'on aura évidemment. Donc bon, je peux déjà les dévoiler ou oui, vas-y si t'as envie. Il vaut mieux que je donne des Romain Rocky. Romain Rocky. D'ailleurs, j'ai une petite histoire avec Romain Rocky en 2012. On a pris l'orage ensemble. Eh bien, ça serait intéressant de le rappeler. Je sais pas s'il s'en souvient, mais c'était un match. Qui a joué au PSG, je crois. Qui a joué au PSG, gagné la Coupe de France 2004. Avignon, et moi j'habitais à Avignon à l'époque. Il y avait un match de Ligue 2 Avignon-Caen, et puis
Un orage terrible. Et nous aurons, et c'est là où on aura l'exclusivité, c'est que nous aurons le frère de Mathieu Dossevi, Thomas Dossevi, qui est scout au Standard de Liège, qui va nous faire la gentillesse de participer au débat. On aura coach Tolo. Ah oui, Didier Tolo qui sera peut-être là. Oui, tout à fait. Le coach de Nancy maintenant. Ouais, le coach de Nancy. On l'a connu, voilà. il était cherché. coach Tolo, maintenant il est coach de Nancy. Donc on aura Thomas Dossevi, ça sera intéressant de savoir ce qu'il en est d'une part de son métier, d'échanger sur la période mercato qui va arriver, comment il discute avec des agents, comment il recrute des jeunes joueurs ou moins jeunes, et puis son frère, bordelais ou pas. Bon, c'est peut-être pas un hasard s'il m'a accordé cette interview aussi. On en saura plus la semaine prochaine. Un bisou à Arnaud. Un bisou à Arnaud. Arnaud, si tu nous écoutes, on aime le club des Girondins, évidemment. Il le sait. On en est fou. Voilà. Il le sait. Arnaud, j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Donc, il le sait. On te remercie pour les places, Arnaud. C'était très sympa. Non, c'est pas lui qui nous a donné les 2 places pour Toulouse. J'y suis même pas allé voir Toulouse. En plus, j'ai pas pu y aller. Donc, voilà. Bon, je regrette, mais j'ai vu ce très beau match. Bon, Yann, une réaction sur l'interview de Delaché ? Est-ce que tu as des gardiens dans tes joueurs que tu représentes ? Ouais, j'en ai Elia Amada ? Non. non, mais j'en ai quelques-uns, un peu plus jeunes. Ange Caudion, on avait eu international tchadien formé à Metz, qui joue malheureusement en CFA aujourd'hui, mais il joue, c'est déjà pas mal. Très pote avec Maxime Cornet ou Maxwell Cornet. Maxwell Cornet. Maxwell, ouais, voilà. Je t'en avais parlé, je crois. Le joueur de Lyon. Ça, c'est un de tes joueurs, d'accord. Des joueurs. Non. Pas encore, mais bon, on va donner les numéros. Voilà. Bon, alors, si on parlait mercato, là, il reste 8 minutes. Alors, Bordeaux va vouloir vendre. Hein. Bordeaux va vouloir vendre. Vendre Roland, vendre Salah de Nantes, puisqu'on ouais. toucherait 50% du montant de l'indemnité de transfert. Moi, je rappelle que j'ai 4 places dans ma voiture. Je peux prendre Laborde, Punjé, Pelnard. J'attends le suivant. Ouais, c'est pas mal, hein, déjà. Moi, je dis oui. Hein. Ça a débarrassé. Ah. Ça a débarrassé. Punjé qui se bat comme un beau diable pour garder sa place sur cette fin de saison. Moi, j'aime pas ce genre de joueur qu'on fait une saison un peu moyenne, dégueulasse, on va dire, et qui voit 2-3 matchs arriver vers la fin, qui commence à tout déchirer. Les frères Sané faisaient ça. Sertic aussi. À tout faire pour se faire montrer. Il reste à la saison suivante au même club et puis il refond plus rien. C'est le genre de joueur qui m'agace. Punjé, moi, je sais qu'il est apprécié par Pouyet. Il est pas par nous. Ouais, mais... Moi, je l'ai trouvé sur les derniers matchs, encore ce week-end, alors quelques fois par intermittence, mais ouais, mais c'est pas toujours évident. On parlait de d'autres joueurs tout à l'heure, mais une confiance retrouvée, un nouveau coach. Depuis que le nouveau coach est arrivé, son attitude a un peu changé sur le terrain et en dehors. Il est de plus en plus performant, il agrandit sa palette. Donc, à toi. Il est dans l'équipe type. Hein. Ouais, non, mais ça m'a surpris. Moi, j'ai le même avis que Manu là-dessus. Hein. Moi, je partage ton avis, Manu. Moi, je pense qu'il va rester. Souvenez-vous qu'à l'intersaison, Bordeaux cherchait un arrière-gauche, était sur la piste je vais écorcher son nom, Ferland Mendy. Ferland Mendy, qui a été élu meilleur arrière-gauche. Qui est parti à l'OL. Les Girondins n'ont pas voulu mettre les 5 millions demandés, je crois. Dommage, puisque très très bonne révélation de Ligue 1. Il y avait eu la rumeur Zeka aussi, souvenez-vous, on en avait parlé sur Web Girondin. Il y avait eu des discussions qui avaient été confirmées par plusieurs médias. Zeka qui aujourd'hui joue à l'International Porto Alegre, je crois, ou un club comme ça au Brésil, et qui fait des très très bonnes choses. Donc est-ce que les Girondins vont enfin se positionner réellement sur un arrière gauche? Je sais pas. Yann, est-ce que pour toi, qui regarde l'équipe, qui regarde aussi les Girondins évoluer, tu penses pas qu'il y a quand même un vrai besoin à ce poste-là? Mais il est très apprécié des coachs. Excuse-moi, je te coupe. Il est très apprécié par Coach Tolo appréciait Punjé. Il nous le disait. Attention, quand on critiquait Punjé, il avait tendance, Coach Tolo, à dire attention, c'est un joueur il est apprécié des coachs. Punjé. Je sais pas, il est dans l'équipe type de l'équipe après le match face à Toulouse. Moi, j'ai pas compris. Peut-être qu'il a fait 2-3 bons débordements. De toute manière, en Ligue 1, on n'a pas de grand arrière-gauche en ce moment. Quand tu vois que c'est Ferland Mendy qui est élu meilleur arrière-gauche du championnat, c'est qu'il y a un problème. Oula, on n'a pas vu les mêmes matchs quand même. Non, Vas-y, Yann. Je veux dire, quand même, je vois partout en Europe, les arrières gauche sont phénoménaux et c'est juste un poste qui est très important.
J'ai l'impression qu'en France, on est encore un peu dans le système des années 70, que le moins bon de l'équipe, et ben on le met arrière gauche parce que ce sera lui qui sera le moins. Oh, tu joueras arrière gauche. Alors c'est un peu caricatural, mais je sais pas, je trouve qu'on n'a pas encore assez exploité cette piste-là, même en équipe de France, on patauge un peu, on n'essaye pas, c'est pas un poste qui est très intéressant en France. Comparé à d'autres pays où... Moi je maintiens arrière gauche, j'aimerais bien voir Cafu sur un move de match à ce poste-là. Pour voir un petit peu parce qu'il a une très bonne qualité de centre. Alors ok, oui, musclé peut-être son jeu et puis tout simplement son gabarit un peu chips. Cependant, c'est quelque chose qui me tend très bien de voir ce joueur-là avec sa palette technique et surtout sa qualité de passe. Voilà, à voir. Faut savoir que dans le football moderne maintenant, un latéral, que ce soit droit ou gauche, ça fait partie des postes les plus complets. C'est aussi pour ça que c'est très dur de trouver des joueurs très très performants parce qu'il faut vraiment être complet maintenant offensivement et défensivement et offensivement. Maintenant c'est un peu la mode dans le football moderne d'avoir des joueurs qui courent beaucoup, qui prennent l'espace et qui donnent de bons centres. Donc c'est de plus en plus difficile de former. Au but aussi. Mais est-ce qu'on les forme? Mais c'est très dur de former des joueurs complets. Non, mais j'imagine bien. Aujourd'hui, les joueurs complets, c'est les meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est les joueurs complets qui savent quasiment tout faire, que ça soit dans l'intelligence tactique, techniquement, dans les déplacements, dans tout ce qu'on veut pour qu'il y ait une palette complète. Aujourd'hui, le latéral, on lui demande maintenant beaucoup de choses, et c'est pas évident. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de la formation, parce que forcément, le football se développe plus ou moins vite dans chaque championnat, dans chaque pays. Et il faut mettre les choses en place, il faut réadapter ça fait partie des schémas tactiques, il faut réadapter les schémas tactiques et les idées de jeu. Et puis après, c'est une question aussi de génération. On peut pas juste expliquer à un joueur, il faut que tu fasses ça, et on fonctionne toujours avec des exemples. N'importe qui, que ce soit dans le sport ou dans l'autre, on se sert d'exemples. Et les exemples commencent à arriver, par exemple l'exemple de Marcelo. Et on voit de plus Cafu à l'époque. Cafu, et c'était assez. Serginho du Milan AC Dani commencé attaquant, arrière droit. Mais Dani Alves, c'est encore le football moderne, même s'il est un peu âgé, ça reste le football moderne. En plus, c'est un Barcelonais. Roberto Carlos. Les gars, votre shopping list pour ce mercato, il faudrait quoi au Girona? Allez, Manu. D'abord débarrasser des mecs. Alors, on sent pas ma voiture, mais débarrasser des mecs. Place, hein. Voilà, il reste une place, mais je veux dire... Ton panier, ta shopping list, que tu dégages, et les postes qu'il faudrait renforcer. Poyet a dit il faut en virer 10, il faut les virer très vite, enfin les vendre très vite. Moi, je ferais partir, vous connaissez les noms, je vais pas les reciter. Acheter un très très bon arrière gauche. Pour moi, un ailier gauche aussi serait très important, ou à moins de relancer Cafu. Je suis plutôt pour ça aussi. Si Malcolm part, retrouver à peu près les mêmes profils, mais un peu en meilleur, compliqué, mais bon. Une sentinelle. Pour moi, après le reste. Otavio, pas. Otavio. Ça dépend ce qu'on fait d'Otavio. Apparemment, on veut le vendre. Moi, je serais pas pour, mais si on le vend, faut trouver une sentinelle après. Alors, une sentinelle dans quel type? Plutôt grand, plutôt petit? Moi, je suis très fan. Moi, j'étais très fan du type de Mavuba, comme j'étais très fan du type Aloudira à Bordeaux. Donc pour moi, que ce soit un grand costaud qui casse tous la baraque, je suis pour. Ou un gars comme Mavuba qui jouait la balle au sol, je suis aussi pour. Pour moi, surtout, ce sera le type de sentinelle qui pourra le mieux s'adapter aux deux joueurs devant lui, que sera peut-être le Radje ou Sankaré. Aucun milieu à 3. Mais ce qui est sûr qu'il faudra un milieu de terrain parce que Maïté va partir. En plus, voilà, à moins qu'on intègre un jeune. Pour moi, on peut faire. Il va nous parler d'Aurélien Tchouameni, Lucas. Ou Daniel Mancini qui fait aussi des miracles. Peut-être qu'on n'est pas obligé de recruter. Exactement, parce que Daniel Mancini avec Valentin Vada, ça peut être sympa. Il y a Youssouf aussi, Zaidou. Toi, qu'est-ce que tu vois, Yann? Tu regardes les matchs, ton œil, tu verrais quoi en shopping list? Je pense qu'il faut garder le système. Bon, ça changera pas. Avec Poyet, ça changera pas. Avec un numéro 6, je pense que je vais faire grincer des dents à plus d'un, mais moi je garderai Plasil. Et je le mettrai titulaire. Il rejoint ma voiture, lui, ça y est. Parce que
Ouais, mais De toute façon- c'est quelqu'un d'important dans le groupe. mais Alors quand- dans le groupe au niveau footballistique et dans le groupe, dans la vie de groupe en général. Certes, il commence à se faire vieux, mais on l'a encore vu sur sa rentrée à Saint-Etienne ou ce week-end. Ça a été efficace. Il fait pas des choses extraordinaires, mais c'est efficace. Il sait exactement comment ça marche. Il est rodé en Ligue 1. Après, moi, ce serait dommage que Maïté parte. Je pense que ce serait une bonne pioche de Bordeaux d'arriver à le garder. Mais j'alignerais Sankaré. Et après, il y a les petits jeunes qui arrivent avec Aurélien Tchouaméni, il y a Youssouf Zaïdou, puis il y a Mancini qui va revenir de près. Moi, je pense qu'il faut au milieu de terrain bien combiner les deux. Et je pense qu'il a manqué un peu cette année. C'est un vrai créateur. Un vrai créateur. Si on arrive à aligner Plasil qui garde la sérénité, qui est capable de relancer propre, un Sankaré qui fait beaucoup de courses, qui dézone beaucoup, qui apporte beaucoup de variantes au milieu de terrain, et un mec qui est capable de faire des dribbles, de sortir un peu des situations compliquées, de faire des passes un peu sorties de nulle part. Je pense que ce serait le bon complément. Je pense qu'il faut un vrai créateur. Alors on dit il y en a de plus en plus qui disent, alors dans le monde foot, dans le monde pro, les vrais numéros 10 ça n'existe plus. Les mecs qui jouent tout seuls dans l'axe, qui sont capables de tout faire, Zizou, tout ça, c'est de plus en plus rare. Mais voilà, un mec qui est capable de jouer à 2-8 et qui peut dribbler, sortir de situations compliquées, faire des passes incroyables, faire un passement de jambe, sortir sur une frappe, ça va dans la lucarne. Voilà, ce genre de joueur-là. Mancini un peu dans ce profil-là. Voilà, peut-être que voir aussi Mancini Vada associé, parce que moi j'aime beaucoup Vada. Parce que ça fait un moment je le connais, j'ai joué contre lui, donc ouais, ok, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il joue au Girondin. Non, mais Vada est très intéressant. Alors je pense qu'il va partir. Ouais, je pense aussi. Il va partir. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Mais voilà, je pense que Pourquoi Mancini, malheureusement Parce que vous pensez qu'il peut apporter plus que ce qu'il a apporté. Pour moi, il a une grinta. Il est intelligent, il voit juste, il voit le jeu, qu'il soit en défensif plus offensif, il est correct comme joueur. Alors, c'est pas le grand joueur que tout le monde rêve, mais c'est un joueur qui est précieux, qui est battant, et voir des joueurs battants à ce niveau-là, c'est de plus en plus rare. Alors, quand il est jeune, donc il a fait un peu le con avant, hein, mais on a tellement galéré pour l'avoir, ce petit gars, avec tous les procès qu'il y a eu et tout, qu'enfin on l'a, et enfin il va exploiter son potentiel qui est juste pour moi assez énorme. Un cas qui a fait jurisprudence d'ailleurs. Voilà. Et je fais une petite case dédiée à tous les étudiants de droit qui passent leurs examens avec moi demain matin. C'est demain que On te souhaite, on te dit merde. On te dit merde. Demain matin 9h, vous pensez à moi, et je peux vous dire déjà que droit c'est pas rigolo, mais si tu ajoutes administratif derrière, c'est pas rigolo du tout. Voilà. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je rejoins les propos de Yann en disant qu'il faut garder Plasil. Je suis très content d'ailleurs qu'il ait prolongé son contrat d'1 an. C'est une bonne chose selon moi de la part du club. Les gens peuvent dire que voilà, il est pas précieux, qu'il est vieux, etc., etc. Vous pouvez parler, vous pouvez causer, mais malheureusement pour vous, c'est le meilleur milieu actuellement des Girondins. Donc vous pouvez pas dire quoi que ce soit. Maïté, il est bon, très bien, mais sauf que il faut regarder ses stats et il faut regarder les matchs. Plasil est là, Plasil est costaud et Plasil y tient. Donc qu'il soit prolongé 1 an, ben c'est pas pour rien. Et Poyet, lui, il est fan du joueur. Poyet, son joueur préféré, c'est Plasil. Et ça, voilà, on pourra pas l'enlever. C'est son joueur. C'est son chouchou, c'est le seul qui le comprend. Oui, donc il lui en fait un contrat, voilà. Non mais voilà, non mais il est en fin de contrat, d'accord, mais enfin. Non, il lui en fait un contrat. Ah oui, ils lui ont fait un contrat. Bah oui, voilà, parce que c'est le seul qui le comprend. C'est le seul Poyet qui accepte Plasil, qui comprend ses consignes, qui explique aux autres, qui se bouge le cul. C'est le relais du coach, quoi. Exactement. T'as l'impression qu'il est plus entraîneur adjoint que Menegazzo, donc c'est quand même incroyable. Non mais c'est vrai. Non, mais il a trouvé incroyable. son relais, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai que dans les déclarations de Poyet récemment dans la presse, c'était il a totalement encensé Plasil. Mais c'est logique. Dernier truc, après je laisse la parole aux autres évidemment. Revenons sur Plasil. Oui. Depuis combien de temps on n'a pas vu un coach réellement s'engager auprès d'un joueur et de dire voilà, c'est mon relais, c'est mon capitaine. Depuis combien de temps on n'a pas vu ça au Girondins ? C'est vrai que Poyet, c'est mon gars sûr. Il est direct. Poyet, il est direct. Hein. Et puis on pourra débriefer la saison de Poyet à Bordeaux la semaine prochaine. Il a son style.
On a eu peur au début et finalement. Il a réussi. Hein. Amenez Ouais, les appareils oui, photo, les exactement. gars. On a Didier avec nous pour la dernière fois. Ouais. Non, mais en plus, ouais, c'est vrai que bon, Plasil, et en plus de ça, bon, il est quand même en fin de carrière. Il passe tous ses diplômes d'entraîneur. Il voit un peu le foot d'une autre façon aussi maintenant, et c'est quand même un très gros plus pour un entraîneur d'avoir un joueur qui est intéressé par une autre vision du foot et sur un plan tactique et de coaching. C'est un très très bon relais. Et Poyet y est pour grand chose, pas pour dire tout dans son nouveau contrat au Girondin. Bon. Et moi, ça me fait penser à ce que tu disais, mais ça va être négatif ce que je vais dire. Je rejoins Manu, c'est que alors toi, en tant qu'agent sportif, peut-être tu le vois, mais souvent les joueurs ils sont en fin de contrat, mais putain les 2 ou 3 derniers mois de leur fin de contrat, ils sont super bons quoi. C'est rageant. C'est rageant, mais bon, moi c'est là où c'est vrai que je reconnais, il est tellement encensé Plasil que je me range à l'avis de la majorité parce que bon, je me dis si tout le monde dit autant de bien sur lui, c'est que c'est vrai. Après, moi je suis de l'avis de Manu où je me dis que finalement, il m'a tellement déçu depuis 9 saisons qu'il est à Bordeaux que j'aurais aimé qu'on passe à autre chose, mais là il a l'ambition d'apporter autre chose. Je suis pas d'accord. On peut critiquer le Plasil actuel, mais il a été très bon avec Bordeaux. Au début. Mais c'est marqué par l'inconstance. Alors c'est vrai qu'on peut pas tout le temps être au top. L'inconstance, d'accord, mais c'est quand même un homme fort des Girondins. Oui, mais je le reconnais. Il restera gravé dans le club. Oui, c'est clair et net. Il a marqué l'histoire de Bordeaux. Bien sûr, je le reconnais. Ces 9 ans, ils resteront pas. C'est vraiment les 2 dernières saisons où j'ai un peu de mal avec lui. Voilà, mais ces 9 ans, ils resteront pas dans le vent. Il restera ancré dans l'histoire du club, Plasil. Qu'on le veuille ou non. Mais moi, je pense que, comme l'a dit Yann, il passe ses diplômes d'entraîneur. Mais moi, je pense surtout qu'il y a une suite aux Girondins après sa carrière de joueur. Et moi, je le rejoins et je vais même peut-être aller plus loin. Je pense peut-être même qu'il pourrait reprendre la suite de la réserve. Et moi, ça me paraît très logique. Ou alors qu'ils prennent les U19. Peut-être qu'ils voient plus haut. Hein. Peut-être qu'ils voient plus haut. Mais pour débuter, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense. La réserve, qui est actuellement entraîneur de la réserve? C'est toujours Baptistan ou c'est Mathieu Chalmé. Mathieu Chalmé, voilà. De Philippe Lucas qui doit être toujours hospitalisé. Oui. On n'a pas de nouvelles de lui, d'ailleurs. Je sais pas. Et moi, je pense. Alors après, ça n'engage que moi. Pourquoi pas Plasil avec la réserve? Oui, après voilà. Mathieu fait du très bon travail. Ah oui, par contre, la semaine prochaine ou cette semaine se joue d'ailleurs la montée en National 2. Tout à fait. Voilà. Ouais, Mathieu fait du très bon travail avec l'équipe réserve. Alors après, où est-ce que Yaro prendra ses fonctions? S'il prend ses fonctions Girondin, c'est très hypothétique, mais ça pourrait être une suite logique. Est-ce qu'il prendra directement un poste de numéro 1 sur quelconque équipe? Ou est-ce qu'il sera adjoint de quelqu'un est-ce qu'il fera adjoint comme était prévu à la base Mathieu Chalmé ou est-ce qu'il ira directement dans le staff de Poyet? Bien sûr, si c'est un vrai homme fort de Poyet et que voilà la saison qui va arriver se passe très, très bien. En tout cas, Poyet l'encense. Il y a un chantier à venir, c'est le contrat de Poyet parce que Poyet sera en fin de contrat dans un an, donc ça va être un chantier à venir du côté des Girondins. Taverneau a d'ailleurs. On va parler jusqu'à minuit. Vas-y. Mais Taverneau a dit qu'il continuait à faire confiance à Poyet. Il l'a dit sur Twitter. Je crois que de toute façon, c'est les seuls qui a des couronnes, j'ai l'impression. Donc voilà. Je voulais quand même rappeler quelque chose à nos auditeurs. Quand on avait parlé du contrat de Poyet, souvenez-vous, on avait dit que c'était en option. Il avait la fin de saison et qu'ensuite c'était en option. Certains médias avaient dit que non, le contrat de Poyet était déjà bien établi, qu'il n'était pas venu en pompier de service pour pouvoir peut-être préparer la venue d'un autre manager ou autre entraîneur, voilà, pour une transition quelconque. Et finalement, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui par la voix des Girondins de Bordeaux, tout simplement, que tu as reprise aussi, Nico, et tu as bien fait, c'est qu'en fait, Poyet a tout simplement été prolongé et confirmé. Donc, ce n'était pas si évident que ça que Poyet reste la saison prochaine, tout simplement. Donc, très bonne intuition encore du staff, de l'équipe de cette émission. Bon, on va se quitter là-dessus. Hein. Bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être fêter l'Europe. Des bisous. Comme je l'ai dit finalement, 6ème place annoncée.